Bonjour à tous et bienvenue sur Quand je serai grande, le podcast pour s'inspirer et oser croire en ses rêves d'enfant. Je suis Lydie Sulmona, sa créatrice. Je vais à la rencontre de personnes inspirantes qui nous partagent leur regard sur l'écriture, la créativité, la manière dont tout cela les relie à l'enfant qu'elles étaient. N'hésitez pas à me laisser un commentaire ou à mettre 5 étoiles sur SoundCloud, iTunes ou toute autre plateforme d'écoute. À partager et liker cet audio, ça m'aide vraiment beaucoup. Le podcast Quand je serai grande est l'audio de l'arbreapalabre.fr. Pour ce nouvel épisode, j'accueille Louise Desbrusses. Louise Desbrusses qui va nous partager ce don, cette autorisation d'elle à elle-même d'écouter ce qui vient depuis l'intérieur de son corps. Louise Desbrusses qui nous indique que le corps est comme un creuset de création. Louise Desbrusses qui nous raconte comment elle cherche à voir ce qui émerge dans l'instant présent. Louise Desbrusses, donc. On l'écoute. Je m'appelle Louise Desbrusses. Je suis écrivaine. C'est-à-dire que j'écris des textes qu'on appelle romans et des textes qu'on appelle autrement. Des textes de genre variable, des textes de forme variable, des textes de taille variable, des textes courts souvent. Pas toujours, mais souvent. Je m'appelle Louise Desbrusses. Je suis écrivaine. Souvent, j'écris court. Toujours, j'écris depuis mon corps tout entier, les textes écrits pour le corps tout entier, de celles et ceux qui les liront, peut-être. Je m'appelle Louise Desbrusses. Je suis écrivaine. J'écris. C'est une danse. Le corps est-il soluble dans l'écrit ? Conférence dansée de Louise Desbrusses. Louise Desbrusses, bonjour et bienvenue au micro du podcast Quand je serai grande. Je suis ravie, c'est le mot, ravie de vous avoir au micro aujourd'hui. Bienvenue vraiment. Vous êtes écrivaine, vidéaste, artiste de performance, Louise Desbrusses. En 2006, vous publiez votre premier roman, L'argent, l'urgence, chez Paul. En 2017, suit Couronne, bouclier, armure, toujours chez Paul, qui reçoit la mention spéciale du Privé Plaire Fondation La Poste. S'ensuivent une pièce pour France Culture, toute tentative d'autobiographie serait vaine, qui est diffusée en 2008 et publiée en 2009. Une maison d'édition bruxelloise, Lanceman éditeur. Vous écrivez des poésies, des autres textes courts, 3 essais à l'invitation de la revue Inculte. Votre prisme d'exploration, si je peux m'exprimer ainsi, sont les intitulés de corps. Vous dites que vos créations interrogent l'invisible performance physique de l'écrivain dont le texte en est la trace. Et donc, en 2013, vous concevez, vous écrivez, vous chorégraphiez, vous interprétez Le corps est-il soluble dans l'écrit ? Une conférence dansée, donc, dont on a eu la grande joie d'en entendre un extrait au tout début de ce podcast. Une conférence dansée pour le cabaret de Curiosité du Phénix, scène nationale de Valenciennes. Mais d'abord, avant de parler de cette conférence dansée, j'aimerais commencer par le commencement et par votre livre, votre roman, L'argent, l'urgence, Louise Desbrusses, dans lequel vous abordez l'urgence d'être ou peut-être l'urgence de vivre. Et vous écrivez cette phrase: « C'est dangereux de ne pas prendre soin de ce que l'on est, de ses rêves. » Pourquoi est-ce dangereux, Louise Desbrusses ? C'est dangereux probablement parce que vivre les rêves des autres, c'est une très mauvaise idée. C'est un peu comme porter des vêtements qui ne sont pas faits pour soi. Et quel a été le point de départ de ce premier roman ? Est-ce qu'il y a eu un constat au départ ? Qu'est-ce qui a déclenché l'écriture de ce premier roman ? Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu ? Oui, alors je vivais au fin fond des Cévennes depuis, je sais pas, 1 an, 2 ans.
Et un matin, j'étais assise sur une belle pierre chaude. J'avais déjà écrit la première version du roman qui a suivi. J'étais assise sur une belle pierre chaude, au soleil, avec une tasse de café. Le chat était à côté de moi. Et je me suis vaguement rappelé qu'à une époque de ma vie, pourtant très proche, hein, mais ça me paraissait à des années-lumière, j'avais ce qu'on appelle travailler. Et d'un seul coup, je me suis dit, mais bon, je n'étais déjà pas très confortable avec l'univers du travail. Et je ne l'ai jamais été, ni avec celui de l'école, ni avec... Et d'un seul coup, je me suis dit, mais j'étais dans un asile de fous. Et d'un seul coup, j'ai imaginé, en fait, que être dans une grande entreprise, c'était un peu comme un enfant qui vit dans la montagne et qui va à l'école à classe unique avec une grande pâture en guise de cours de récréation. Il y en avait dans le coin où j'étais et qui du jour au lendemain se retrouve dans une école primaire géante avec 1000 enfants qui courent dans tous les sens et lui, il pense qu'il est là pour apprendre à lire et à écrire et à compter et il ne comprend rien à comment ça fonctionne dans lui. Voilà, ça a été le point de départ. C'est vrai que au départ de ce livre, il y a, enfin, à un moment donné, bon, déjà dans l'écriture qui est particulière, une performance, moi j'ai trouvé, qui déstabilise aussi. En tout cas, moi, elle m'a déstabilisée au départ, surtout, où je me suis dit, mais est-ce que cet inconfort-là de l'écriture, au début en tout cas, un peu comme une espèce d'apnée presque, de manque de respiration, d'oppression, voilà. Est-ce que, j'imagine que c'est un choix d'écriture pour faire ressentir? Alors, ça ne marche pas comme ça avec moi parce qu'un choix d'écriture pour faire ressentir, c'est une démarche totalement mentale, Ouais, intellectuelle. d'accord. Moi, je n'ai pas de démarche intellectuelle, contrairement aux apparences. Mais ça a plutôt été dans quel état ça me met moi et à partir de cet état, quelle écriture vient. Parce que rien que d'y penser, je ne respire plus là. Il y a une partie de ma vie où j'ai réellement été travailler dans des tas d'endroits différents. Et pour moi, c'est loin, c'est à la fois une richesse, hein, mais c'est aussi quelque chose où voilà, c'est passé. Cette amenée, je la connais. Et comme je suis sensible à mes sensations physiques, hein, dès que je me suis remise dans cette espèce de monde dans lequel j'avais vécu pendant plein, je sais pas, 10, 15, 20 ans, on ne sait rien, longtemps, dès que je me suis remise dedans, voilà. Et donc, en ayant le souffle coupé, ça a généré une écriture. Alors, c'est pas venu tout de suite exactement comme ça, mais il y a eu un premier jet des premières pages. Et quand je l'ai relu, j'ai vu ce qui fonctionnait en quelque sorte pour moi en tant que lectrice. Et à partir de là, j'ai tiré comme des règles qui se sont appliquées à tout le texte, mais c'est sorti comme un flux. En tout cas, une première partie est sortie comme un flux. Après, il y a eu une interruption pour des raisons d'organisation de vie. Et puis, j'ai repris. Et en fait, c'était 3 pages par jour. Enfin, 3 pages par jour. Sans avoir besoin voilà, je me plongeais dans cet état. Ouais. Et puis, depuis là, rien que d'y penser, je ne respire plus. Non, bah, oui. Mais j'avais une intention parce que j'ai toujours des intentions en fait quand j'écris. J'ai pas des objectifs. Je ne cherche pas à obtenir quelque chose des lecteurs et des lectrices. Mais en revanche, au fur et à mesure que le projet avance, j'ai des intentions qui surgissent et qui se clarifient. C'est comme si en fait j'avais au début comme des règles du jeu qui émergent et que je vais même pas les noter parfois. Après coup, parfois on me demande vous avez fait comment, mais je n'en sais rien. Mais je sais qu'au fur et à mesure, je me disais ah mais j'ai tellement envie de m'adresser au corps. J'ai envie que le corps des personnes qui lisent, que ce corps que la lecture elle se fasse depuis l'être entier, qu'elle ne se fasse pas juste comme un processus purement mental. J'ai vraiment envie et pas uniquement comme un processus émotionnel non plus, parce que il y a plein de catégories de livres, mais on va en sortir 2 grosses catégories de livres. Il y a le livre un peu intellectuel. Vous ne ressentez rien, à part une belle aventure mentale de « Oh, c'est bien écrit, hein !» Bon, ok, super. Et puis, il y a le livre un peu, on va dire, populaire, hein, où on termine à la fin, on est comme si on avait mangé trop de sucre, hein, parce que ça dégouline d'émotions. Et j'avais plutôt envie, moi, que ce soit au niveau des perceptions que ça se passe.
Parce qu'en fait, on est tout le temps plongé dans un... Enfin, on a un corps quand même, où on est un corps, ou en tout cas, de la conception jusqu'à la dissolution, idéalement, on est dans ce corps plutôt qu'à côté, derrière, devant, ailleurs, même si la tendance occidentale est surtout pas être dans son corps. Et, et ce corps, en fait, il a un odorat, il a des sensations, et c'est lui qui fait qu'il y a une pensée possible. Enfin, même si la pensée, ça peut être aussi juste l'enregistreur de tout ce qu'on a entendu, mais la pensée ne peut pas inventer ça. L'odeur d'une époque, l'odeur d'un lieu. Voilà. Donc moi, j'ai vraiment voulu que ce ne soit pas une description de ce que vit la personne, mais de faire vivre l'expérience depuis, enfin, d'écrire depuis l'expérience pour que Ouais, cette expérience puisse être habitée par quelqu'un d'autre. complètement. Ouais, On je a- dirais ça. Donner la possibilité au corps, aux émotions et aussi à l'esprit de la personne qui le lit de venir habiter une ouais, expérience. ouais. Et en effet, enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti à la lecture, c'est-à-dire que je me suis, comment dire, j'ai eu l'impression de vivre cette expérience-là, de vivre cette histoire de l'intérieur. Exactement ça, de le vivre de l'intérieur. Je n'étais plus spectatrice passive, en quelque sorte, puisque mon corps était là à vibrer avec elle, mais et à la soutenir aussi avec ces petites parenthèses que vous mettiez où il y avait comme un dialogue qui s'installait entre elle et elle-même, je suppose. Euh, et on était là supportés pour elle. Enfin, vraiment, j'ai trouvé en effet que ça résonnait bien à l'intérieur du corps et que malgré des fois les frictions, malgré cette apnée ou cette oppression, on a envie comme ça dégrainer les pages et de savoir. Et j'ai trouvé ça très juste. Je l'ai dit déjà, Louise Desbrouilles, j'ai trouvé ça très juste. Et justement, puisque vous l'évoquiez tout à l'heure, s'agissant du corps, à quel moment le corps, parce que il est vrai quand même que euh, même si on est corps, ça n'empêche que souvent, en tout cas dans nos sociétés occidentales, notre corps se limite à la tête, à la pensée, à la manière de penser. À quel moment le corps dans son entièreté s'est imposé dans votre écriture, ou à quel moment votre écriture s'est imposée à votre corps? Je ne sais pas trop. À quel moment avez-vous considéré que euh, le corps vous permettrait de mieux écrire ou d'écrire différemment ou d'écrire plus vrai, en opposition à rédiger, hein, et un petit clin d'œil à la conférence dansée? Le déclic, quel a été le déclic, l'évidence, Louise Desbrusses? Alors, moi, ça faisait quand même quelques années que j'écrivais, alors très peu, une petite nouvelle par-ci, voilà. Mais je n'étais pas satisfaite, hein. Et pourtant, ça aurait très bien pu être publié, hein. Enfin, ça a été publié dans des revues, mais quelque chose ne me satisfaisait pas, je n'avais aucune idée de ce que c'était. Il s'est passé plusieurs choses. La vie, c'est toujours plein de facteurs enfin, c'est pas un facteur. Il s'est passé que j'étais vivre dans la nature, hein, et non plus en ville. Ah oui. Donc, j'étais vraiment dans un lieu assez sauvage. Et par ailleurs, que j'ai commencé à pratiquer très sérieusement, mais le déclic a été très vite, l'improvisation vocale, sachant qu'on ne peut pas improviser avec sa voix si on n'est pas dans son corps. Donc, c'est aussi... voilà. Et donc, c'est ça dont je parle aussi dans Le corps est-il soluble dans l'écrit, hein, c'est... Je me retrouve à passer d'un monde plutôt intellectuel dans lequel tout repose sur le jugement, la comparaison, la compétition, le fait de classer un texte parmi d'autres textes, voilà, à une situation où, parce que l'improvisation vocale, hein, on ne vous demande pas de chanter juste, hein, mais ça n'a aucune importance, hein. Enfin, en tout cas, la voix que j'ai suivie, mais plutôt d'aller voir qu'est-ce qui est présent. Quelle est l'expérience que je suis en train de vivre et qu'est-ce que je fais de ça? Donc, c'est vraiment un travail d'écoute intérieure. Paradoxalement, quand on est en mode intellectuel, on fonctionne en fonction de l'extérieur.
Quand on est en mode que je vais appeler corps, on fonctionne en mode intérieur, l'expérience. Ça peut paraître paradoxal, hein, parce qu'on pourrait croire que c'est exactement le contraire, mais ce n'est pas vrai. Et donc, en fait, c'est tourner l'attention, détourner l'attention de ce bavardage permanent de je pense, je sais, les choses sont comme ci, comme ça, les choses sont comme ci, comme ça, les objets, à de quelle expérience je suis le sujet. Et une improvisation vocale où on est totalement dans l'attention et la présence à ça, elle est ni belle ni moche, elle est juste tellement dans l'instant présent que c'est magique. Et d'un seul coup, je me suis dit, ah ah! Donc, peu importe où je me situe par rapport à je ne sais quoi, parce que moi, évidemment, la littérature, c'était un espèce de truc tellement énorme que j'étais écrasée sous le poids de ces siècles d'écriture, et puis aussi des représentations, même si j'avais vraiment travaillé dessus. J'ai beaucoup travaillé sur la question de la place des hommes, des femmes, mais il y a quand même tout le poids de ce patriarcat littéraire de vieux mecs barbus blancs, avec une barbe blanche qui voilà, ont fait des œuvres. Et j'avais quand même ça sur les épaules. Et là, d'un seul coup, j'ai découvert que la beauté, elle n'avait aucun rapport avec ça. Elle peut en avoir un, mais ce n'est pas la nécessité, mais c'est que moi, en tant qu'être humain, mon expérience est unique. Et qu'à ce titre-là, elle a une valeur que nul ne peut mettre en doute. Alors, ça ne veut pas dire qu'après on trouve les mots, hein, ça c'est aussi notre étape, mais comme toute ma vie j'ai écrit toutes sortes de choses, j'ai vécu en écrivant essentiellement, j'avais comme en quelque sorte développé le muscle de l'écriture. Et donc le muscle de l'écriture associé à je peux tourner mon attention à l'intérieur de moi et écouter, et d'un seul coup je me suis mise à entendre ma propre voix. Fabuleux. Voilà. Donc il y a eu quand même des étapes, parce que je me souviens d'un moment que je vais raconter, parce que je trouve qu'il est vraiment important pour les personnes qui ont envie en tout cas d'explorer artistiquement. Alors j'étais sur la première version de Couronne, bouclier, armure, hein, qui a été écrite avant L'argent d'urgence. Et puis j'arrive à la deuxième partie, et là vraiment je vois, alors ça se passe à table, c'est une famille, c'est une réunion de famille, tout le monde est à table. Et il y a, je ne sais pas, 18 personnes à peu près, ou 16, je n'en sais rien. Et d'un seul coup, je vois, alors je suis chef de chœur, et je dispose les tables, je les dessine, et j'imagine que le texte va s'écrire avec un monologue par personne. Bon, il n'y a pas 18 monologues, mais il y en a peut-être 13 ou 14. 14 solos et un chœur, dans lequel les lignes, chaque solo va apparaître en écho une fois qu'il a été dit. C'est que des pensées, hein. Et une fois qu'il a été dit, un tout petit bout reviendra dans les chœurs. Voilà. Et il y a une voix en moi qui dit ah non, mais c'est pas comme ça qu'on écrit des romans. Je me retourne derrière, il y a la bibliothèque quand même. Et effectivement, c'est pas comme ça qu'on écrit des romans. Tous les romans qu'on peut lire et qui sont faits avec des phrases qui existent déjà et qui sont recombinées, qui racontent des histoires, et il y en a des quantités énormes, c'est le maximum. Et là, je me suis dit, bon, si j'écris des romans comme je crois que je suis supposée écrire des romans, et que j'ai du succès, et que j'ai renoncé à ce que moi je viens d'avoir senti dans tout mon corps, qui me fait jubiler, est-ce que je ne vais pas être la personne la plus malheureuse du monde, même si je suis couverte de prix? Alors je me suis dit, alors je vais faire à ma manière, et si ça plaît à personne, c'est pas grave, je pourrais toujours changer après, ça n'a aucune importance. Et donc là, ce moment clé, parce que non, moi j'ai une bonne éducation, de filles bien, les premières, je ne dis pas première de la classe parce que ça ne m'intéressait pas trop, mais quand même cette espèce de formatage qui est encore plus imposé aux filles qu'aux garçons, parce que les garçons, ils sont quand même, et là qui deviennent ensuite des hommes, sont quand même amenés à être des aventuriers. Vous allez explorer le monde.
Nous, on va bien faire. On va être des bonnes premières de la classe. C'est ça. Et là, j'ai fait péter le truc de la première de la classe. Et je me suis donné l'autorisation d'écouter de ce qui venait. Alors, je dis de mon corps, mais de mon être. Oui. Et ça, vous, parce que j'entends une grande liberté. Ça a l'air, dit comme ça a l'air si simple, si facile, plus que simple, je trouve, Louise Desbrousses. Pourtant, j'imagine que ça a dû être, peut-être pas, comme ça spontanément, le mot qui me vient, c'est lutte. Mais ça a été quand même, vous parlez d'une déconstruction, là, d'une déconstruction et d'une reconstruction. Euh, et à mon sens, c'est pas neutre, ou une reprogrammation, je ne sais pas trop comment dire, parce que vous le disiez vous-même, on nous conditionne peut-être beaucoup, la société aussi, on essaye de nous faire rentrer dans des belles petites cases, de nous coller des étiquettes, et à un moment donné, vous dites non, hors de question. Ne pas m'écouter, ne pas prendre soin de ce que je suis, peut-être dangereux pour faire le petit clin d'œil à l'argent, l'urgence. Et c'est votre corps qui vous l'a dit, ça? Alors, je ne sais pas exactement. Je vais faire un petit retour très résumé en arrière, si je peux. Moi, je pense que j'ai toujours été un peu décalée, en tout cas, mais je pense que tous les enfants le sont, en gros. Hein, et je ne peux pas dire que j'ai été récompensée pour ça. Ce serait même franchement... Donc, à la fois dans ma famille, où j'ai subi, je ne vois pas d'autre mot, un dressage pour être une fille, une femme, un être humain normal. Pour être conforme, en quelque sorte. Ouais. Conforme, en tout cas, à l'idée que ma Oui, famille... ben complètement. Ouais. La conformité. À l'école, de la même manière, c'était extrêmement... Enfin, pour moi, je l'ai vécu comme une violence totale. C'est-à-dire que... oui, pour avoir une bonne note, il fallait se plier à des choses qui, moi, me paraissaient indignes. Sans compter des attaques, et il y a des attaques qui sont parfaitement liées au fait que j'étais une femme et qu'il était déjà établi que je voulais écrire. Et j'ai des souvenirs d'une classe de troisième, en tout cas que je lisais beaucoup, parce que je lisais évidemment, enfin pas évidemment, d'ailleurs je lisais énormément. Et je me souviens d'un professeur de français en troisième s'approchant de moi et ricanant à propos de Madame Bovary. Ah, les femmes qui lisent, voilà comment elles finissent. C'est fin. Ce qui s'appelle une menace de mort, hein, en bon français. C'est à peine déguisé. Et de la même manière, j'étais en avance. Et ce même professeur, quand il raconte que Rimbaud... j'ai un trou de mémoire. Bref, à un moment donné, il y a un poète extrêmement célèbre dont le nom m'échappe dans l'émotion. Verlaine tire sur Rimbaud. Oui. Et il se tourne vers moi. Et pareil, les surdoués, c'est pas facile. Donc, non, mais il y a vraiment des menaces. Il y a 2 fois au moins dans ma scolarité, au-delà du simple formatage à être une gentille fille, docile, qui a des bonnes notes. Il y a 2 menaces de mort. Hein. D'un homme qui ne supporte pas qu'il y ait une petite fille qui est peut-être lu plus que lui ou qui a 2 ans d'avance. Donc, voilà. Et donc, tout le côté littéraire, artistique, le désir de créer enfant a été totalement saccagé par la famille, par la culture, par l'école, et après, il y a des années pour récupérer, pour trouver mon chemin, parce que j'ai toujours su, et ça m'a servi de bouée pour vivre quand j'étais ado. J'avais l'impression de vivre dans un terrain dans un jeu de massacre, mais je voyais ma couverture blanche et j'ai une couverture blanche. Je la voyais et je me disais, ils ne mourront pas. Mais néanmoins, une fois sortie de ça, en termes d'organisation, c'est-à-dire de plus être dans cette famille toxique, en tout cas d'être peu par les études, le travail. Il y a aussi le monde du travail qui ne récompense pas les femmes, surtout si vous venez d'un milieu, d'une petite ville. Déjà, j'avais les codes de rien. J'avais déjà pas des codes dans la petite ville, mais dans la grande.
Et l'argent d'urgence, c'est à propos de ça. C'est à propos de quelqu'un qui n'a pas les codes. Complètement. Il y Complètement. a entouré de gens qui savent comment ça marche, même si c'est absurde, ça fonctionne très bien pour eux, mais voilà. Et moi, après, il m'a fallu quasi 20 ans de chemin détourné pour récupérer cette faculté qu'on a absolument tous dans l'enfance, très rares exceptions, qui est plus ou moins saccagée ou soutenue selon le milieu social, selon la famille, selon le sexe, selon l'origine, etc., pour récupérer ça. Et je l'ai récupéré parce qu'à un moment donné, j'ai eu un peu d'argent grâce à un licenciement. Et le petit village où je suis partie vivre, l'agence, je raconte ça parce que ça fait partie, c'est des choses, l'agence pour l'emploi, elle ne savait pas quoi faire de moi, donc ils m'ont un peu fichu la paix. Donc il y a un moment où voilà, j'ai récupéré parce que j'ai eu du temps, j'ai eu de l'argent, j'étais dans la nature. Et que moi, enfant, j'avais grandi dans la nature et que la nature, c'est une nourriture, mais absolument, enfin, la nourriture, c'est vraiment pour moi une mère aimante. Je l'ai redécouvert, je ne savais pas. Et puis, parce que là, j'ai effectivement rencontré des personnes qui avaient une façon de vivre qui n'avait rien à voir avec celle dans laquelle j'avais baigné. Et ce travail, cette approche du mouvement et de la voix, ça a été effectivement un retournement. Et c'était un retournement après une longue quête. J'ai été très engagée aussi dans des combats dans la société. À l'époque, on disait antiraciste. C'était le moment de la marche des beurs, j'étais à fond dans ces mouvements, dans les mouvements féministes aussi, où j'étais très impliquée. Donc, j'avais aussi fait ce travail également de comprendre que c'est pas moi le problème. Oui. Bon, ça l'est un peu toujours aussi. Enfin, je veux dire, c'est moi qui ai des problèmes, ça c'est sûr. mais qu'il y a un contexte. Oui. Il y a les guérisons individuelles, il y a les guérisons collectives. Donc, j'avais déjà aussi beaucoup travaillé ça. Et donc, dans cette quête, arrive, pour faire le lien avec cette conférence dansée, arrive cette question que vous abordez dans votre travail. What if? What if? Quel est le sens de ce what if, Louise Desbrusses? Vous parlez de Deborah Hay, de cette fameuse question what if? Une invitation peut-être à explorer, à rebattre les cartes ou à aller voir au-delà peut-être des chemins imposés, à élargir notre champ de conscience. Elle en parle, Déborah, elle parle de la conscience au monde ou du monde, avoir, être dans l'instant présent et composer avec ça. Quel est votre regard là-dessus? Alors, j'avais déjà commencé à explorer ça à travers cette improvisation vocale au Centre artistique international Roy Hart, qui est en France. Et donc, j'ai écrit ces 2 romans, ils ont été publiés. Et là, j'ai été invitée à travailler avec le festival Concordance, qui mettait en relation un ou une chorégraphe avec un ou une écrivaine pour un projet commun. Et là, je me suis dit, j'ai pas envie de regarder les autres danser quand même. Avant de vouloir être écrivaine, je voulais surtout danser, mais ça, c'était interdit. Donc, je me suis dit, je pourrais, voilà, écrivain. J'ai voulu être écrivaine très tôt, mais avec cette idée que peindre, c'est pas possible parce qu'il faut du matériel et que ça coûte cher, il faut de l'espace et qu'on me le laisse pas. Danser, pareil, il faut des cours de danse et tout ça et on me laisse pas. Écrire, là, il y a personne qui va m'embêter, il suffit que je lise et puis un jour, je vais y arriver, quoi. Donc, j'étais là, danser. Et j'ai trouvé et à force de parler de mes recherches sur le corps et l'écriture, on m'a indiqué le travail de Deborah Hay, qui, elle, transmet la danse par l'écriture. Elle travaille 3 mois en studio, elle en tire un texte écrit, et ce texte écrit va mettre en mouvement des personnes. Et je me suis dit, mais ça, c'est tellement en miroir avec ce que je fais moi dans l'écriture. Parce que j'ai la conscience que quand j'écris depuis mon corps, j'affecte le corps des autres. Donc, j'ai eu envie de me confronter à ça, parce que c'était assez samouraï comme opération. C'était assez... Pourquoi Parce qu'après 10 jours d'exploration avec la chorégraphe, il y a 4 mois, il y a 3 mois, moi j'ai pris une marge parce que je n'étais pas danseuse, il y a 4 mois de tous les jours danser pour trouver son interprétation. Donc 5 jours sur 7, pendant 4 mois, aller dans un studio, travailler au moins 1 heure pour créer son interprétation. Mais moi, je n'avais jamais fait ça, j'avais jamais été dans un studio
faire des choses avec mon corps. Donc là, ça a été homérique. Hein, parce que trouver l'envie, sortir avec l'impression que j'avais un sac de ciment à traîner jusqu'au studio, c'est le corps, lui, il sait très bien ce qu'il fait. Genre... Et donc, effectivement, au cœur de son travail, il y a ce what if. Alors, le what if peut être traduit de deux manières. Et si, ou on dirait que. Mais moi, j'aime mieux la traduction, on dirait que. Parce que les enfants, ils font ça. Ils disent, alors, on dirait que je serai la princesse charmante et que je viendrai délivrer le prince dans son château. Ouais, et là, d'un coup, qu'est-ce qu'on fait si on danse ça? Voilà. Donc, elle a des propositions beaucoup plus abstraites que ça, mais ça vient vraiment de cette idée de l'enfance de et si on décidait que les arbres pouvaient parler, qu'est-ce qu'ils me diraient? Et si, voilà. Et voilà. Et donc, mais ça rejoint complètement ce que je faisais parce que je travaille beaucoup. Moi, en fait, j'ai découvert en faisant, en interprétant, enfin, en adaptant et en interprétant pendant 4 mois la chorégraphie de Deborah Hay, que je parcourais, alors là en 4 mois, parce que j'avais déjà des références, ce que j'avais parcouru en 10 ans d'écriture. J'ai vraiment transposé, avec cette chance que j'ai quand même d'avoir un corps qui est naturellement disponible au mouvement. Je ne dirais pas ça de ma voix, je ne suis pas une chanteuse naturelle, même si ça va. Mais mon corps, en revanche, il aime bouger, il est content, donc ça va très vite ce travail de transformation. D'autres personnes seront plus à l'aise dans une autre discipline, mais là j'ai découvert ça. Et donc ce what if, c'est vraiment une porte ouverte. C'est on dirait que ah ouais, ce qui ne veut pas dire que c'est facile, hein, mais on ouvre que je crois que toute ma vie j'ai passé mon temps moi, à me décaler et à essayer d'ouvrir des portes dont je ne savais pas si elles étaient là ou pas là, mais enfin voilà, d'ouvrir de regarder avec des perspectives différentes, de me confronter à des questions et pas chercher des réponses. Je ne cherche pas les réponses. J'aime bien voir comment une question va m'amener à une autre question, qui va m'amener à une autre question, qui va m'amener à une autre... Et c'est ça qui me fait avancer aussi. Ouais, c'est un fonctionnement qui est complètement inversé parce que c'est vrai qu'on a souvent tendance à chercher des réponses, chercher de manière frénétique et acharnée des réponses aux questions que l'on peut se poser. Et au contraire, là, il s'agit de laisser les réponses, de laisser de côté les réponses et de se focaliser sur les questions. Et de fait, quelque chose émerge. Alors, j'ai fait ça de manière assez, comme Monsieur Jourdain faisait de la prose sans le savoir, parce que maintenant que j'ai fait cette formation, j'ai fait une formation à l'Institut Tamalpa, créé par Anna Halprin, chorégraphe américaine qui a fêté 100 ans l'année dernière. Parce que moi, une fois que j'ai commencé à bouger, j'ai plus envie d'arrêter. Je me suis dit, je pourrais toujours écrire quand je serai vieille, dans le meilleur des cas, je serais peut-être gâteuse, mais bouger, écrire à 70 ans avec une grande maturité, on peut faire peut-être des chefs-d'œuvre, mais commencer à danser à 70 ans ou remettre ça à plus tard, moi, non. Donc voilà, je me suis beaucoup... j'ai moins écrit pendant toute une période et j'ai fait mes propres créations, mais où je mélange du texte, du mouvement, de la vidéo. Et aussi, j'ai commencé à donner des ateliers. Oui. Voilà, à transmettre ce que je n'avais pas du tout envie de faire avant. Puis alors moi, faire un atelier d'écriture, c'est une torture pour moi. Je ne peux pas. Quand je vois des gens assis à des tables à se mettre à écrire, ça me donne l'impression d'être une maîtresse d'école. Il y a des enseignants magnifiques, hein, mais mon expérience scolaire ayant été, comment dire, assez traumatisante, il n'y a que depuis 1 ou 2 ans que je peux aller dans une école en me sentant bien. Et sinon, maintenant, je le fais avec plaisir. Et je le fais parce que, grâce aussi à cette approche de Anna Halprin, qui justement part du mouvement. Oui. Et du mouvement va vers le dessin, et du dessin va vers l'écriture, et de l'écriture va vers la performance, et revient de l'un à l'autre. En fait, c'est une circulation en permanence entre les différents niveaux de l'être humain. On ne peut pas les séparer tout à fait, mais entre le corps, ce que l'on ressent, les émotions, l'intellect. Et mon approche, en fait, ce que je ne savais pas avant, mais ça se confirme au fur et à mesure, je comprends de mieux en mieux ce que je fais, elle consiste en réalité à faire que tous les niveaux de l'être, émotion, sensation, pensée,
soit dans le même flux. Converge vers un flux. Et pas d'un côté un corps transformé en fauteuil roulant, agonisant, des émotions soit envahissantes, soit réprimées, et puis un mental en suractivité ou éteint. Enfin voilà, comment... et donc je rejoins forcément des pratiques très ancestrales de méditation, de voyage imaginaire, d'auto-hypnose, etc. Mais ça, je l'ai fait naturellement avant de devenir maître de... Mais tout à l'heure, j'ai noté cette petite phrase. Je comprends maintenant ce que je fais. Est-ce que ça veut dire que pendant longtemps, Louise Desbrusses, tu as été dans le flou, tu as marché à l'intuition? Comment ça s'est passé? Ah ben complètement, oui. Ouais. État de grâce. Hein. Mm. J'ai écrit mes 2 premiers romans en parfait état de grâce. Je savais ce que je faisais au niveau de l'intuition. Intellectuellement, j'aurais pas su dire. Puis après, on m'a posé des questions et d'un seul coup, je me suis dit, mais oui, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Ça me paraissait tellement naturel que je voyais pas pourquoi des personnes ne comprenaient pas ce que je faisais. Et aussi, je suis tombée de cheval parce que l'état de grâce, à un moment donné, il a un peu rencontré comment dire, un petit platane dans ma vie personnelle. Et, et voilà. Et donc, je me suis dit, mais comment je retrouve cette qualité d'intuition? Mais je pense que ça, c'est l'histoire d'à peu près tout le monde. Il y a toujours un moment dans la vie où il y a une espèce de flux. C'est comme les gens qui font de l'équitation et hop, genre les gosses, ils sautent tous les obstacles et à un moment donné, ils se mettent à penser. Et le cheval, il n'arrive plus à sauter les obstacles parce que le cavalier, sur lui, il se met à penser et il faut retrouver un chemin conscient de retourner à l'enfance. Et donc, en fait, moi, je retourne à l'enfance en permanence, mais avec cette conscience profonde que je suis en train de le faire et cette compréhension, ce qui n'est pas la conscience, cette compréhension des mécanismes, parce que je m'y suis intéressée, et aussi avec cette envie de permettre, alors pas de transmettre des connaissances, j'ai aucune connaissance à transmettre, mais en revanche de permettre à des personnes ou des enfants ou des prisonniers ou des qui veut de transmettre comment le dire, non pas de transmettre, de leur permettre de créer un contexte dans lequel ces personnes peuvent faire l'expérience de ça. Et chaque être humain, quand il fait l'expérience de ce flux, en fait, et ça, l'Institut Tamalpa m'a donné des outils justement beaucoup plus précis, fait l'expérience de ça, cette personne ou cet enfant ou qui que ce soit rencontre des ressources absolument stupéfiantes que toute l'éducation que l'on a, qui est basée sur l'intelligence logico-rationnelle, qui est qu'une toute petite partie de notre être, étouffe. En maternelle, il y a des salles de motricité, on peut dessiner à plat ventre par terre, et à partir du CP, on est assis, bloqué, on n'a plus le droit de bouger, on n'est plus qu'un siège pour supporter un cerveau qui va juger, comparer. C'est utile aussi, juger, comparer, se gaver de savoir, etc. Mais on perd l'expérience du monde et la capacité à donner de la valeur à son expérience du monde et à ses ressources alors qu'elles sont là. Ouais, c'est au-delà même de la littérature, au-delà de la création artistique, parce que pour moi, c'est vraiment l'essence de la vie. Et si ce que je crée n'est pas profondément enraciné dans ça, pour moi, c'est un peu décoratif, j'ai pas envie. Et si une personne qui est en contact, il y a des personnes qui ça leur fait rien parce que je crée des ennuis profondément, et c'est très bien aussi, on n'est pas tous pareils, mais s'il y a un nombre suffisant de personnes pour qui être en relation avec ce que j'écris, ce que je danse, une vidéo ou autre, lui permet de se relier à son expérience et de danser, que ce soit intérieurement ou extérieurement, ou de danser parce que elle n'est plus sujet, mais elle n'est plus objet, mais sujet rencontré. Alors là, je suis très contente, moi. C'est ça qui me plaît, c'est ça qui m'intéresse. Et il y a même un texte où j'ai écrit, si on appelle ça de la littérature, si quelqu'un d'extérieur appelle ça de la littérature, appelle ça de la poésie, appelle ça de la danse, mais j'en suis très heureuse. Mais à aucun moment, je cherche à faire de la littérature.
Moi, ça, c'est vraiment un truc fondamental parce que si je cherche à faire ça, ou si je cherche à danser, je fais des choses pas intéressantes. Et vous cherchez quoi alors? Tu cherches quoi du coup? Ben, je cherche à voir ce qui émerge dans l'instant présent et comment. Et effectivement, je vais mettre pour pouvoir le transmettre, je vais, euh, je vais utiliser des outils d'écriture, je vais utiliser des outils de mouvement, je vais utiliser des ressources, etc. Mais si c'est pas profondément en train de venir depuis le point de, de là où je me laisse traverser par quelque chose qui me surprend, si je ne me surprends pas moi-même, si je contrôle tout. Alors c'est pour ça, moi, je lance des questions, puis d'un seul coup, je suis traversée par des réponses, par des surprises. Alors que si je cherche une réponse à tout prix, c'est ça faire de la littérature. Je vais chercher une réponse, enfin je caricature, hein, mais pour moi, si je me mets en situation où je vais faire de la littérature, ben, je vais me mettre par rapport à un cadre qui existe déjà, qui peut être magnifique, hein, mais un cadre qui existe déjà. Alors que si je me pose la question de what if et que je me laisse porter par ah, et que je cherche, d'un seul coup, je vais trouver d'autres questions plutôt que des réponses ou donner une forme de livre à ma question. Et comme j'ai la chance d'avoir travaillé beaucoup l'écriture et d'avoir lu beaucoup, bah, ça prendra une forme que les gens appelleront littérature. Et ça me fait plutôt plaisir que ce soit ça plutôt qu'autre chose. Mais ça, c'est la petite cerise sur le gâteau de l'ego. Juste sur la question de la justesse, mais je pense qu'au fil de ce qu'on a pu aborder comme thématique, on a pu comme ça avoir des réponses, mais j'y vais quand même pour la question parce que on se l'est dit un petit peu, on se l'est partagé aussi au fil de cet échange-là. Je trouve qu'il y a un vrai... que plus je découvre ton travail, Louise, plus je le trouve juste. Juste dans l'émotion, juste dans le partage, juste dans les mots, juste dans la précision. D'où ça vient, ça, cette justesse? Est-ce que c'est justement le fait d'avoir confiance en ce qu'on va proposer, ne même pas se poser la question, comme on le disait tout à l'heure, ou comme ça d'accepter les questions qui viennent et d'aller explorer justement ces questions sans chercher de réponse. C'est ça qui fait qu'à un moment donné, on touche du doigt cette justesse. Alors, je ne sais pas. J'emploie souvent le mot juste, mais au sens où un accord de musique est juste. Ouais. C'est vraiment dans ce sens-là que je qualifie quand je regarde un texte et que je le lâche. Pour moi, c'est parce que c'est comme un accord juste. C'est comme quand j'improvise. Des fois, quand j'improvise, je sens que j'y suis pas. Si je suis à 100% présente, je le sais tout de suite. Et puis le public, enfin, ça m'arrive de le faire avec des gens autour, les gens le savent. Il y a quelque chose qui s'appelle, alors je connais que le mot anglais, pareil, j'ai découvert ça après parce que j'ai voulu savoir comment ça marchait, qui s'appelle felt sense. Le felt sense, c'est la capacité à ressentir. Alors, comment dire ça? Alors, je ne sais pas si c'est l'interoception ou la proprioception, enfin, en tout cas, c'est une capacité humaine. Alors, si vous développez ce sens, par exemple, quand on vous dit ah, qu'est-ce que tu penses d'aller demain à tel endroit? Si votre corps fait ah, bah c'est non. Ah, on m'a proposé une augmentation, mon salaire va doubler. Et bien peut-être que le corps va se faire oh, parce qu'il y a quelque chose dans vous qui sait que c'est pas ça. Ça a l'air bien comme ça sur le papier, mais c'est pas ça. D'accord. Et puis d'autres moments, on vous dit un truc qui a priori, si vous y aviez pensé, ça ne vous aurait pas plus dit que ça. Et d'un seul coup, le corps, il est genre ah, voilà. Donc je caricature un petit peu, mais on sent bien quand il y a de la constriction et quand il y a du relâchement. Oui. Donc moi, quand j'écoute un texte, mon corps, alors il y a toute une gamme, là j'ai fait les deux extrêmes, il y a toute une gamme. Des fois, ça fait donc je me dis l'accord n'est pas juste. Et donc je reprends comme si je reprenais un morceau de musique jusqu'au moment où ou alors c'est pas juste, mais c'est ça qui m'intéresse, c'est que ça fasse un peu avant de repartir. Voilà. Donc
Moi, je sais que c'est juste quand au niveau sensoriel, Mmh. je suis en accord avec ce qui est écrit. Mmh. Mmh. Et puis intellectuellement, j'ai quand même quelques bases de vocabulaire. Donc, quand les mots sont les mots justes, je peux passer 10 jours à chercher un mot. Donc voilà, il y a des questions de forme. Mais la forme, elle ne peut pas me satisfaire si cette forme ne va pas provoquer chez moi cette réaction physique que j'aurais en entendant de la musique, en me disant Mmh. yes. Mais je peux écouter de la musique complètement discordante en disant ouais, parce qu'elle Mmh. est cohérente du début jusqu'à la fin, parce qu'elle va aller toucher une qualité d'émotion particulière. Hein. C'est pas juste faire une jolie mélodie, c'est pas du tout ça, hein, mais c'est vraiment c'est musical et ça se sent dans le corps. Ouais. Mais dans ce qui est dit là, je fais le parallèle parce que, ça a été abordé tout à l'heure, la nature. Il y a cette question du temps. J'ai ce sentiment qui revient, souvent dans votre, dans le travail, dans les créations, hem, que vous faites, c'est le temps. Un peu comme la nature qui a besoin de prendre son temps pour, pousser, j'ai l'impression que ça ne peut pas aller vite, s'agissant, Alors s oui, non. oui. C'est-à-dire qu'il y a une période où je vais touiller mon Mmh. voilà, où je vais explorer. Mmh. Puis à un moment donné, quand c'est mûr, ça va très vite. Oui, oui, quand c'est mûr, ça va très vite, mais il y a ce temps-là où et donc cette question du temps qui est prégnante, où il faut laisser le temps, le temps faire son œuvre. On dit ça souvent, mais accepter aussi de pas être constamment de pas être dans l'urgence et explorer, un peu sans trop savoir, C'est donc j'avais en ce qu'on va tête. trouver. C'est moi si je et même au niveau de ma vie, très simplement, si le matin, je sais ce que je vais faire dans la journée, je passe souvent une mauvaise journée. Mmh. Bon, Mmh. j'ai quelques repères parce que sinon les choses n'avancent pas, voilà, ce serait pas possible, mais j'ai besoin de rentrer dans le je ne sais pas et d'y vagabonder et de oui, c'est ça et de laisser le temps, disparaître, être dans le présent, c'est aussi ça, hein, c'est, bah, je sais pas, je me pose des questions, j'explore, ça a l'air super brouillon. Alors des fois, je me dis: «Mais je suis une véritable catastrophe, il y a un chaos partout» et cetera et puis dans ce chaos, je vais aller dans des endroits où j'avais même pas imaginé aller et j'ouvre la place pour que des choses arrivent. Parce que quand on calcule tout bien et qu'on est alors j'ai fait mon plan, puis voilà, puis ça va être et puis voilà et puis il faut que je produise et puis ou j'en sais rien, hem, si on se perd pas, on arrive qu'à dans un endroit qu'on connaît déjà. Complètement. Et si on est tout le temps avec son GPS en train de regarder là où on va, on ne voit que le GPS. Alors qu'en se perdant, moi, j'ai besoin de me perdre. Et parfois, je fais exprès de me perdre physiquement. C'est-à-dire que je prends ma voiture pour aller quelque part et j'ai du temps. Et je sens que je suis dans une période un peu de contrôler les choses. Bah, je fais exprès de me perdre, de passer par des chemins que je ne connais pas pour me ramener à ça. Mmh. Mmh. On dit souvent, c'est difficile de sortir de sa zone de confort, hein, et donc pour la création aussi, hein, on peut Mmh. rester dans sa zone de confort et moi j'aurais pu faire du Louise Desbrusses, à l'infini avec des romans pareils que les 2 premiers. Enfin je pense que je serais morte d'ennui. Hem, où on peut en sortir, hein. Alors ça fait peur, c'est dangereux parce que tout le monde se dit: «Mais elle est partie où elle?» mais peu importe tout le monde, et on peut aussi sortir de sa zone de contrôle. Oui. Comment je contrôle les choses pour, avoir la maîtrise, et moi je me fais tout le temps peur, hein. Mais à force de me faire peur, j'ai plus peur. Enfin, je dis: «Ah bah tiens, je suis dans la zone où je me fais peur parce que je ne sais pas du tout», et donc c'est aussi un apprentissage. Je l'ai fait d'abord de manière enfin, après avoir récupéré ce que j'avais perdu, il y a 20 ans, j'ai commencé dans une espèce d'état de grâce comme ça et puis, donc j'ai pas eu peur et puis après la peur est revenue, puis après j'ai appris à danser avec la peur. Il y a aussi toutes ces étapes, mais grâce à tout ça, j'ouvre des champs, des espaces que j'aurais pas ouverts si j'étais restée dans mon petit état de grâce, il serait tard de toute façon. Hem, donc c'est apprendre aussi, voilà, à danser avec la peur, danser avec ses limites, danser avec la vie. Pour moi, il y a pas de différence, en fait. Complètement, complètement. Ah, merci beaucoup. Juste, comment on fait si on a envie,
de te voir, si on a envie de participer à un de tes ateliers. Je sais que le contexte est particulier en ce moment, mais quel est l'agenda 2021, si tant est qu'il y ait des choses à nous Ah partager? oui, il y a quelque chose dont je me réjouis mais immensément, c'est je vais faire une résidence mission à Valenciennes. Donc, beaucoup d'interventions auprès de scolaires ou d'autres publics. Parce que l'idée de la résidence mission, ce n'est pas une résidence de création, c'est une résidence, enfin c'est une résidence de création en fait. Mais ce n'est pas une résidence de création, moi toute seule dans mon espace, puis après je rencontre le public. C'est une résidence dans laquelle je vais créer avec. Voilà. Donc, j'ai facilité des créations ou des temps d'exploration ensemble. Super. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai commencé à faire l'année dernière, mais avec le confinement, ça s'est arrêté. Et en fait, ça fait à peu près, je sais pas, 2-3 ans, enfin, je m'y suis mise. En plus, ça s'est passé, les informations sont arrivées, j'ai répondu, ça s'est fait tout seul. Mais ça s'est fait à un moment donné où mon intention était claire. Allez, maintenant, parce qu'avant avant le Covid, avant le confinement, moi, ça faisait 2-3 ans que je me suis dit, enfin, ça faisait 2-3 ans que je me disais, la catastrophe est là, comment je vis dans la catastrophe. Donc, quand elle est arrivée, je me suis dit, bah, la catastrophe était là, maintenant elle se voit. Ça n'a pas fait genre le choc du siècle, alors qu'il y a des personnes pour qui ça l'a été. Hein. Et en fait, je me suis dit, la catastrophe est là, comment je vis dans la catastrophe. Je vois bien que beaucoup d'adultes ont des résistances au changement, même quand ça leur fait du bien, mais on est comme ça, on est tous comme ça. Moi aussi, j'ai des résistances au changement. Mais je me suis dit, mais les petits qui vont se retrouver avec un monde complètement détruit quand ils seront grands, et à qui on est encore en train de raconter que s'ils ne travaillent pas, ils vont être au chômage, ils ont... Moi, j'ai envie d'aller les voir et de partager avec eux ces moments de création artistique pour qu'ils sachent qu'ils ont des ressources qu'ils peuvent créer, qu'ils peuvent donc créer un autre monde. Voilà. Donc, c'est très modeste, à petite échelle, mais je vais faire ça pendant 3 mois et demi à Valenciennes. À partir de quand? À partir du 8 mars. Ah, bientôt. Belle date pour commencer. Mon premier atelier, c'est le 8 mars. Donc... super date en plus. Voilà. À partir du 8 mars. D'accord. Donc, Valenciennes. Si Exactement. Je pense que je vais programmer un petit voyage à Valenciennes. Ça se passe bien, il y aura des moments publics. Hein, et il y aura aussi des moments de... il y a un truc que je suis très contente, c'est... je ne sais pas comment ça va se développer. Je vais faire une performance au Musée des Beaux-Arts. Et dans cette performance, j'explore un socle avec du mouvement et de l'arrêt. Donc, ça a commencé par un projet avec des enfants, etc. Puis d'un seul coup, je me suis dit, avec le confinement, le machin, tout ça, je me suis dit, mais en fait, le socle, c'est le confinement. Est-ce que sur mon socle, je fais juste la Statue de la Liberté et le Penseur de Rodin, ou est-ce que je vais explorer l'infinité des possibles, y compris être allongé par terre avec le petit doigt qui touche le socle? Qu'est-ce qu'on s'autorise à faire dans un cadre restreint? Comment on danse? Et comment ce socle peut être la métaphore de la vie confinée? Ou même la métaphore de la vie tout court. Ma vie de la naissance à la mort, c'est un petit cube. Qu'est-ce que je fais sur ce cube? Je reste assise ou j'invente 1000 façons de l'habiter, ce cube. Donc pour moi, c'est vraiment l'exploration du mouvement comme métaphore de la vie. Et il y aura un moment public, où le public est invité à être guidé pour explorer des socles. Super, oui, Valenciennes à partir mars, avril, mai. Enfin, mars, avril, mai, oui, pendant 3 mois. Jusqu'à mi-juin. Donc, mai-juin, voilà. Allez à Valenciennes, rendez-vous à Valenciennes avec Louise Desbrusses. Merci beaucoup, Louise, pour ce moment de partage et d'échange. Merci, c'était vraiment super. Merci beaucoup pour l'inspiration, pour l'énergie, pour les idées, pour la folie aussi. Merci. Ça me permet de le partager parce que je suis dans une partie de ma vie où je suis heureuse de partager ce que j'ai découvert. Merci beaucoup. Merci.